On démarre par un tout premier quotidien, à savoir Matin Libre, dont la une vous intéresse ce matin. Ouais. Réforme du système partisan au Bénin, ministres et députés transhumants. Oui, vous savez, quand on parle de la réforme du système partisan et que nous sommes quand même là dans un cadre précis dont l'objectif de départ, il faut-il le rappeler aux Béninois, était quand même de réduire, sinon d'anéantir totalement et complètement ce qu'on appelle sous nos cieux la transhumance en politique. Sauf que la réforme du système partisan tel que vécu depuis quelques années est beaucoup plus sujette à la transhumance que par le passé. Parce que justement, quand Oui, Martin Libre affiche... je ne vous coupe pas, mais Oui. vous savez que récemment, des déclarations justement du porte-parole du gouvernement, par exemple, donnent à savoir que la réforme du système partisan en elle-même n'avait pas pour but justement de mettre fin à la transhumance politique, mais plutôt de procéder on va dire, à la création de grands ensembles pour voilà, porter des projets de développement. Vous savez, il n'est pas, on ne va pas se mettre à vouloir contredire ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Voilà. Mais toujours est-il qu'il conviendra avec nous, s'il nous suit, qu'il y a quand même certaines choses qu'on pourrait quand même relever dans ce qu'il a dit. Parce que l'objectif de départ, et quand vous questionnez les députés à l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement aussi, et d'autres autorités au plus haut sommet de l'État, ces autorités-là vous diront simplement que l'un des objectifs majeurs de la réforme du système partisan, c'est de limiter la transhumance politique. Parce que souvenez-vous, Ahmed, à l'approche de chaque échéance électorale, il y a eu toujours des défections dans un parti A vers un parti B. Et c'est justement pour régler cet ensemble de problèmes majeurs que la réforme du système partisan est arrivée. Oui, créer de grands regroupements, créer de grands blocs, mais pour en quelque sorte les sédentariser, pour leur permettre de rester dans les grands blocs et participer au développement de ces formations politiques. Mais aujourd'hui, force est de constater malheureusement que au niveau de cette réforme, en tout cas sur cet aspect-là, il y a des failles, il y a des limites. Et vous voyez des ministres du gouvernement qui hier, certains étaient au niveau du bloc républicain, se retrouvent aujourd'hui dans l'UP et le renouveau. Certains qui étaient dans l'UP et le renouveau se retrouvent aujourd'hui dans le bloc républicain et vice-versa. Cela ne soigne pas trop l'image, en tout cas l'objectif qu'on avait voulu donner au départ à cette réforme du système partisan. Et donc, le titre de Matin Libre vient à propos aujourd'hui. D'ailleurs, que le journal n'invente rien. Vous avez observé longtemps sur l'échiquier politique national qu'il y a des va-et-vient, des mouvements d'un parti A vers un parti B, ce qui en réalité vient relever toutes les limites de cette réforme. Voilà. Parlons d'autre chose. Oui. Parlons de la Journée mondiale de l'alimentation. Le quotidien Matin Libre en parle également. Stanislas Samoa, Journée mondiale de l'alimentation, édition 2022. Les défis demeurent pressants. Oui, les défis demeurent pressants. J'ai eu la chance d'écouter le ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans son message qu'il a délivré à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Il faut quand même reconnaître qu'il a souligné, martelé que voilà, il y a des défis auxquels nous sommes confrontés. Vous savez que quand on parle d'alimentation, on n'a pas besoin de consulter le dictionnaire pour savoir que il faut quand même dans ce cadre-là, voilà, il faut s'alimenter, il faut se nourrir pour faire simple. Et il y a quand même sous nos cieux de ces Béninois-là, puisque nous circonscrivons quand même la discussion au seul cadre du Bénin, il y a que des compatriotes peinent à avoir les 3 repas par jour, peinent à avoir, même dans certaines localités, 2 repas par jour. Et donc, c'est difficile d'avoir accès à la nourriture, à l'eau potable, au manger, en tout cas, aux produits de première nécessité, c'est difficile. Et quand nous nous inscrivons dans ce contexte global et globalisant depuis quelques années, qu'est le contexte de la morosité économique qui n'épargne personne, que vous soyez pays en voie de développement ou pays développé, il y a que justement vous êtes frappé de plein fouet par cette vague économique-là, cette conjoncture économique-là au plan mondial, et surtout ponctuée justement depuis 8 mois déjà par la guerre russo-ukrainienne,
qui, qu'on le veuille ou pas, a des ramifications un peu partout, a des répercussions sur les pays en voie de développement comme le nôtre, comme le Bénin. Et donc, ceci mis dans cela, il faut dire que les besoins reviennent davantage plus pressants parce que justement, les personnes qui avaient quand même les moyens, qui dans une certaine mesure avaient quand même les moyens de s'offrir 2 repas par jour, n'y arrivent plus aujourd'hui. Donc, qu'en est-il de celles-là qui n'arrivaient même pas à joindre les 2 bouts par jour? Et donc, les défis sont davantage pressants que on ne voit pas forcément les mécanismes qui sont mis en place pour réguler le problème. Le ministre l'a rappelé dans son message que depuis 2016-2017, quand même, le gouvernement de la rupture a mis en place des mécanismes pour soulager un peu les peines des populations dans le domaine de l'agriculture, de la production agricole. Parce que pour manger, il faut quand même produire. Donc, on ne va pas croiser les bras et le repas va tomber du ciel. Donc, il faut produire. Il faut qu'au niveau agricole, des terres soient disponibles, des terres cultivables, justement, que des produits, le maïs, le sorgho, le mil, le fonio, le manioc, pour ne citer que ces produits-là, soient davantage cultivés, que les terres soient véritablement irriguées pour qu'on ait de bons résultats. Parce que si vous avez la bonne provision, eh bien, justement, les populations pourront être nourries à leur faim. Et donc, c'est quand même pressant, ces défis-là qui sont là aujourd'hui. Et nous espérons que les efforts soient fournis davantage pour soulager un peu les populations. En parlant d'efforts fournis justement pour soulager les peines des populations, la Nation parle ce matin du projet de loi de finances 2023, plus de 45% du budget consacré au social. Stanislas. Oui, quand on parle du social, vous savez, Dieu merci, les Béninois, en tout cas certains, ont commencé par s'approprier ce qu'on appelle véritablement social, qui est, en tout cas, qui vient contredire la pensée qu'on a longtemps répandue, qui est qu'il faut distribuer de l'argent à tout va dans toutes les maisons pour qu'on sente qu'il s'agit du social. Il faut passer de maison en maison. De maison en maison avec des billets de banque. Et là, vous sentez que c'est le social. Il n'en est absolument rien. Il n'y a que le social et je vais demander à ceux qui nous suivent de s'en référer justement au dernier discours du chef de l'État face à la nation, notamment en fin 2021, où il rappelait essentiellement à la suite du serment qu'il a prêté pour son second mandat, il rappelait essentiellement, fort à propos, que son mandat sera hautement social et que toutes les actions qu'il mènera de façon majeure seront orientées vers le social. Et donc, dans cette droite ligne, on peut estimer que le budget 2023 qui s'annonce et qui, à plus de 45%, est consacré au volet social, sera quand même un budget qui viendra appuyer un peu les efforts qui sont faits maintenant pour soulager les peines des populations. Parce que ne l'oublions pas, le social, c'est se nourrir, c'est se vêtir, se soigner, se loger. Et le reste, ça peut venir après. Voilà. D'accord. Le révélateur du jour, en parlant de se soigner, parle de l'alerte du ministère de la Santé sur la circulation de sirops falsifiés. Oui, je suis quand même heureux. À double titre, que le ministère de la Santé ait pu sonner l'alerte. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes, c'est vrai que les conjectures économiques ne nous permettent pas de voir le temps passer, mais nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc, voilà. Et nous y sommes déjà. Et donc, quand on commence par attirer l'attention sur des sirops falsifiés. Moi, je remercie le gouvernement ce matin et je voudrais qu'il aille plus loin parce qu'il n'y a pas que les sirops que nous avons. Voilà, il y a de ces produits-là avariés, mais qui sont dissimulés dans certains supermarchés, dans certaines surfaces de vente, dans nos marchés aussi. Donc, il faudrait justement tout ce qui est conserve, par exemple. Tout ce qui est conserve, voilà, les boîtes de conserve, les boîtes d'eau aussi, vous voyez, tout ce que les packs d'eau, voilà, où il y a quand même de ces personnes qui sont expertes en filouterie et qui essayent de dissimuler la vraie date de péremption pour en écrire une autre. Parfois, ils en écrivent une autre. Ils en écrivent une autre, ils l'effacent tout simplement. Ils l'effacent, voilà, c'est ça. Donc, c'est compliqué, justement. Et surtout que dans cette période, il y a aussi les fameuses liquidations qui vont démarrer bientôt. Exactement. Les liquidations. Dans un contexte où la vie est chère, où les populations, justement, peinent à se nourrir convenablement, on a tout fait de sauter sur ce genre
d'occasion ouais. qui malheureusement font plus de mal que de bien. Que de bien, exactement. Vous avez tout dit. Et donc, par rapport à cela, il faudrait que le gouvernement aille davantage au-delà. Les sirops, oui, on a fait une liste, on a dressé une liste de sirops qui sont falsifiés, mais je pense, et ils le savent aussi, il y a beaucoup d'autres produits qui sont falsifiés, qui sont déversés sur le marché et qui sont d'ailleurs même impropres à la consommation. Donc, vigilance au niveau des populations que nous sommes déjà. C'est vrai, les temps sont difficiles, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tomber sur la première liquidation qui est annoncée. Il faut faire très attention. Et je voudrais en appeler aussi à ceux-là que moi, dont j'ai toujours trouvé assez limité les actions. Il s'agit des associations de défense des consommateurs. Peut-être qu'avec votre permission, on aura l'un d'eux en plateau pour nous expliquer un peu ce qu'ils font dans la défense réelle des consommateurs, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Parce qu'ils ne peuvent pas être là et on va constater qu'il y a des produits avariés sur nos marchés. Ce n'est pas très, très bien. Donc voilà, c'est le moment pour eux de saisir la balle au bon, de voir un peu ce qui se passe pour le bonheur de justifier leur existence. Leur existence, tout à fait, vous l'avez dit. Voilà. On va finir ce matin, Stanislas Samoa, par un tout dernier fait d'actualité, peut-être. Enfin, allons-y, on ne peut ne pas en parler, puisque la soirée d'hier aura été marquée justement par cet événement. On va parler football. Karim Benzema, désormais sur le toit du football mondial, suivi juste derrière par un Africain. Enfin, un autre Africain, j'ai envie de dire. On comprendra tout ça. Bon, c'est vrai que... Ça demande en deuxième position. Oui, tout à fait. Vous voulez qu'on parle des deux ou bien qu'on parle de Karim? Il n'est pas moins africain, mais bon. Oui, il n'est pas moins africain à gérer, pour être clair. D'origine. Oui, d'origine. Vous savez, le sacre de Karim Benzema était quand même attendu. Et c'est l'une des premières fois que le Ballon d'Or France Football a requis quand même l'unanimité. Voilà, il n'y a pas eu de contestation. Souvenez-vous déjà, en 2021, le Ballon d'Or de Léo Messi avait été quand même discuté parce que voilà, il y avait Lewandowski. En 2020, cela n'avait pas été décerné. Il était archi favori. Il fallait quand même en 2021, au vu de ses statistiques au niveau du Bayern de Munich, lui retourner l'ascenseur, ce qui n'a pas été fait. Et donc, ça lui a été volé. Et donc, c'est resté dans les gorges. Beaucoup ont eu du mal à avaler ce ballon d'or attribué à Lionel Messi. Et donc, pour cette fois-ci, Karim Benzema, c'est vrai que je n'en suis pas un admirateur, pour être sincère. Mais les faits, les statistiques parlent pour lui. Il a fait une saison vraiment époustouflante au niveau du Real Madrid. Toutes les étoiles étaient alignées. Exactement, toutes les étoiles étaient alignées, notamment à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions jusqu'à la finale. Il a toujours réussi. Voilà, il a toujours eu cette alchimie-là pour sortir son équipe des difficultés. Et il l'a fait face au Paris Saint-Germain, face à Chelsea, face à Manchester City. Franchement, à un moment donné, c'était lui. Et donc, il fallait que dans ce couronnement-là, qu'il puisse avoir. Et puis, on a vu un peu qu'au niveau de la finale, c'est vrai qu'on ne peut pas lui demander de marquer à tous les coups, mais il a été déterminant aussi. Et donc, il a remporté la C1. C'est aussi ce joueur qui, nonobstant, est bien son aptitude à mettre très facilement des buts, c'est aussi être altruiste. C'est aussi se mettre au service du collectif, c'est ça. On l'a vu d'ailleurs sur plusieurs années, justement, être au service de Cristiano Ronaldo, à qui d'ailleurs il a rendu hommage hier, donc au détour de ce sacre, rendant hommage aussi par la même à un certain Zizou. Alors, les deux étant, comme il a dit, des hommes dont il s'inspire beaucoup. Parlant football. Donc oui, Karim Benzema, c'est aussi ça. C'est aussi le monsieur qui sait être altruiste, qui sait donner beaucoup de passes décisives, quand bien même on se retrouve dans une situation où il peut mettre le but. Il préfère, par exemple, donner la passe à quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est tout cela qui est aujourd'hui récompensé. Donc pour Karim Benzema, qui est aujourd'hui sur le toit du football mondial. Et que dire de celui qui arrive donc en deuxième position, qui d'ailleurs hier a remporté le premier prix, Socrates. Oui, le prix Socrates, comme ils le disent dans leur appellation. Mais il faut dire, justement, j'allais en venir parce que si on fait cette discussion sans parler de Sadio Mané, on ferait quand même du tort
aux Africains et peut-être quelque part à nous-mêmes. Vous savez, ce prix qu'il a remporté, c'est par rapport à toutes ces activités caritatives et ces œuvres sociales. Voilà, c'est un prix qui est décerné à un footballeur qui œuvre beaucoup dans le social. Dans le social. Et voilà, la ville d'origine Bambali au Sénégal est témoin quand même, la ville d'origine de Sadio Mané est témoin de son humanisme, de sa générosité, de toutes les bonnes œuvres qu'il mène et qu'il met toujours le soin d'être silencieux là-dessus. Voilà, c'est peut-être au détour. Non, du tout. C'est au détour de ces grands événements qu'on remarque que Sadio Mané est très actif sur le terrain dans son pays et partout ailleurs. Et moi, justement, au niveau de cette soirée qui décernait le Ballon d'Or France Football, je voulais justement voir la position de Sadio Mané sur le podium parce que c'était pratiquement clair que Karim Benzema aurait le Ballon d'Or. Voilà. Mais la deuxième place, la troisième place, je voulais voir à qui c'est décerné. Et peut-être que beaucoup ne voient pas un peu ce qui vient de sortir là, c'est la première fois, en tout cas, de ma mémoire de journaliste, que je vois un Africain aussi mieux placé, je dis aussi mieux placé, sur le podium du Ballon d'Or. Parce que la dernière fois, il doit s'agir d'un certain Weah, si je ne m'abuse. Oui, Georges Weah, oui. En fait, ce que je dis justement, c'est ça. Georges Weah, justement, l'actuel président du Libéria, il a eu un Ballon d'Or, qu'on a estimé assez mondial. Aujourd'hui, il y a une classification. Il y a le Ballon d'Or africain et le Ballon d'Or France Football. Voilà, c'est séparé. Sadio Mané est le Ballon d'Or africain en titre. Il a ça, justement. Maintenant, au niveau du Ballon d'Or européen, le Ballon d'Or France Football, il arrive en deuxième position quand même. Au plan mondial. Vous voyez quelle saison stratosphérique il a eu à faire au niveau de Liverpool. Et l'autre aspect, en équipe nationale. En équipe nationale. Et l'autre aspect que je voulais relever justement à l'attention de ceux qui nous suivent, c'est que Sadio Mané vient avant un certain Kevin De Bruyne. Quand on dit Kevin De Bruyne, pour les amoureux du foot, on sait ce que c'est, ce que ça représente. Avant Lewandowski. Avant Lewandowski, voilà. Mohamed Salah qui est en quatrième position et Mohamed Salah qui est en cinquième position. Mohamed Salah, n'en parlons plus. Donc, si Sadio Mané arrive devant Kevin De Bruyne, le métronome du jeu au niveau de Manchester City, ça veut dire ce que ça veut dire. Et franchement, c'est à l'actif de Sadio Mané. Il aurait mérité le Ballon d'Or parce qu'ils étaient les deux. S'il n'avait pas perdu la C1, eh bien, il aurait pu justement remporter. Donc, justement, la deuxième place pour Sadio Mané, on n'en parle pas assez bien. C'est un mérite et franchement, c'est le couronnement de toutes ses œuvres. Chapeau à lui. Merci à vous, Stanislas Amoah, pour toutes ces analyses et commentaires.